Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un des piliers d'Internet, les ports réseau. Que ce soit pour naviguer sur le web ou envoyer un mail, on les utilise tout le temps, souvent sans même s'en rendre compte. Et pour les experts en cybersécurité, comme pour les pirates d'ailleurs, c'est la toute première porte d'entrée à vérifier. Imaginez juste un instant qu'un ordinateur possède des portes. Pas des portes physiques bien sûr, mais des portes numériques, invisibles, mais qui peuvent être grandes ouvertes. La vraie question c'est, quelles sont ces portes et qui pourrait bien vouloir essayer de les forcer ? Parce que oui, c'est un fait, il y a des programmes automatisés et des attaquants qui scannent Internet en permanence, justement à la recherche de ces portes ouvertes. Comprendre ce qu'elles sont, c'est vraiment la première étape pour pouvoir sécuriser n'importe quel système. Alors pour bien comprendre ce concept qui peut paraître un peu abstrait, on va commencer avec une analogie toute simple, mais vous allez voir, elle est vraiment très efficace pour tout clarifier. Pensez à un grand immeuble de bureau. L'adresse de cet immeuble, c'est l'équivalent de l'adresse IP d'une machine. Ça permet de trouver le bon bâtiment dans l'immense ville qu'est Internet. Mais une fois qu'on est devant la porte du bâtiment, comment on trouve la bonne entreprise ? Eh bien, il faut le numéro du bureau. Ce numéro, c'est exactement ça, un numéro de port. Il guide les données vers le bon service à l'intérieur de la machine. Donc techniquement, un port, c'est juste un numéro. Quand un ordinateur reçoit des paquets de données, il regarde ce numéro pour savoir à qui les donner. Est-ce que ça va au navigateur web, au client de messagerie, à un jeu en ligne ? En gros, c'est son système de tri postal interne. Et attention, ces 65 536 ports ne sont pas tous logés à la même enseigne. Ils sont organisés en 3 grandes familles. D'abord, les ports bien connus, qui, comme leur nom l'indique, sont réservés aux services universels. Le web, les emails, ce sont des standards. Ensuite, on a les ports enregistrés pour des logiciels plus spécifiques. Et enfin, les ports dynamiques, que le système utilise de façon temporaire pour établir des connexions. Cette organisation, elle aide à mettre de l'ordre dans tout ce trafic. Et ce sont évidemment les ports bien connus qui sont les plus critiques en matière de sécurité. Forcément, ces ports standards sont de véritables autoroutes de l'information. Et qui dit autoroute dit cible privilégiée pour les attaquants. Alors, analysons ensemble cette galerie des 10 ports les plus connus et les plus ciblés. Cette comparaison, elle illustre parfaitement l'évolution de la sécurité sur le net. À gauche, on a le dinosaure, Telnet, sur le port 23. Ici, tout, absolument tout, y compris les mots de passe, voyage en clair. C'est comme crier ces informations de connexion dans un lieu public. À droite, son successeur, SSH, sur le port 22, qui chiffre la totalité de la communication. Le point crucial à retenir, c'est que voir un port 23 ouvert aujourd'hui, c'est un énorme drapeau rouge. Et voici un autre duel fondamental. Le port 80 pour le HTTP, c'est le web des débuts. Simple, rapide, mais complètement transparent. N'importe qui sur le réseau peut lire ce qui se passe. C'est pour ça que les navigateurs modernes l'affichent comme non sécurisé. Le port 443 pour HTTPS, c'est le standard aujourd'hui. C'est lui qui fait apparaître le fameux petit cadenas dans la barre d'adresse et qui garantit que la connexion est chiffrée et que les informations sont protégées. Le protocole FTP sur les ports 20 et 21, c'est un autre vétéran d'Internet. Il a été incroyablement utile pour transférer les fichiers, mais il souffre exactement du même défaut que Telnet. Zéro chiffrement, aucune sécurité. Aujourd'hui, on lui préfère de loin des alternatives sécurisées comme le SFTP, qui s'appuie sur la technologie de SSH. Le port 25, c'est le moteur qui fait tourner l'envoi d'email. C'est grâce à lui que les messages voyagent d'un serveur à un autre. Le gros risque ici, c'est ce qu'on appelle un relais ouvert. En gros, si un serveur est mal configuré, des spammers peuvent s'en servir comme d'une rampe de lancement pour envoyer des millions de spams en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Le port 53, lui, il est absolument vital. C'est l'annuaire d'Internet. C'est lui qui traduit un nom de site facile à retenir, comme google.com, en une adresse IP que les machines peuvent comprendre. Mais sa position centrale en fait une cible de choix. L'une des attaques les plus connues, l'empoisonnement DNS, consiste à corrompre cet annuaire pour rediriger quelqu'un qui pense aller sur son site bancaire vers une imitation parfaite mais frauduleuse, et d'autres attaques peuvent même transformer ces serveurs en armes pour noyer une cible sous un déluge de trafic. MySQL, sur le port 3306, c'est le cœur de millions de sites web. C'est là que sont stockées toutes les données. Exposer ce port directement sur Internet, c'est littéralement comme laisser la porte de la salle des coffres d'une banque grande ouverte avec un néon qui clignote « Servez-vous ». C'est une erreur de configuration qui est malheureusement encore beaucoup trop fréquente. Et là, on arrive à un très gros morceau, le port 3389, utilisé par le bureau à distance de Windows, le RDP. Il permet de prendre le contrôle d'une machine à distance, comme si on était assis juste devant. C'est hyper pratique, c'est vrai, mais c'est aussi extrêmement dangereux s'il est exposé sur Internet. Ce n'est pas un hasard si c'est la porte d'entrée favorite de nombreux groupes de ransomware. Une fois qu'ils sont dedans, ils ont le contrôle total de la machine, ce qui rend le déploiement de leur attaque un jeu d'enfant. Bon, maintenant qu'on a vu les portes les plus connues, voyons comment les attaquants font pour les trouver. Ce n'est pas de la magie, non, c'est une méthode très systématique. La toute première étape, c'est quasiment toujours un scan de port.
L'attaquant envoie une petite requête à chaque port, l'un après l'autre, juste pour voir comment le système réagit. Une réponse claire indique que le port est ouvert ou fermé. S'il n'y a aucune réponse, ça suggère qu'il est probablement filtré par un pare-feu, ce qui est déjà une information en soi. Et pour faire ça, l'outil roi, le standard de l'industrie, c'est Nmap. Il est utilisé aussi bien par les défenseurs que par les attaquants. Une simple commande comme celle-ci permet de scanner une cible et même d'essayer d'identifier la version exacte de chaque service qui tourne sur chaque port ouvert. Et cette phase de reconnaissance est une vraie mine d'or d'informations. En quelques secondes, un attaquant peut obtenir une carte complète de la surface d'attaque de sa cible. Il sait quels services sont actifs, leur version précise, ce qui lui permet de chercher des failles connues, et il peut même souvent deviner le système d'exploitation utilisé. Ok, tout ça peut sembler un peu inquiétant. Mais la bonne nouvelle, c'est que se défendre, ce n'est pas si compliqué. Il s'agit surtout d'appliquer quelques principes de base pour réduire cette fameuse surface d'attaque. Passons en revue les règles essentielles. Le principe fondamental, il est simple. Le moins il y a de portes ouvertes, le mieux c'est. La règle d'or, c'est si un service n'a pas besoin d'être accessible de l'extérieur, son port doit être fermé. Point. Ensuite, un pare-feu bien configuré, c'est comme un videur à l'entrée. Il ne laisse passer que ce qui est autorisé. Troisièmement, des services aussi critiques que l'accès à distance ne devraient jamais, au grand jamais, être exposés directement sur Internet. On passe par un VPN pour créer un tunnel sécurisé. Et enfin, bien sûr, la surveillance et les mises à jour régulières sont cruciales pour corriger les failles dès qu'elles sont découvertes. Allez, pour résumer, voici notre galerie des ports. On y retrouve les anciens protocoles non sécurisés comme FTP et Telnet, juste à côté de leurs successeurs chiffrés comme SSH et HTTPS. Chaque port a son rôle bien défini. L'envoi d'email avec SMTP, la résolution de noms de domaine avec DNS ou encore l'accès à une base de données. Comprendre cette liste, c'est un peu comme avoir une carte des points d'entrée potentiels de n'importe quel système. En conclusion, comprendre ce que sont les ports réseau, ce n'est pas juste un truc pour les experts en informatique, c'est comprendre un peu l'anatomie d'Internet et les bases de la sécurité numérique. Chaque port qui reste ouvert est une porte d'entrée potentielle. La question finale est donc toute simple. Est-ce que toutes ces portes sont vraiment nécessaires et surtout, sont-elles bien verrouillées ?